Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast. Et certaines personnes viennent des fois m'en parler dans des moments de sortie ou dans des activités sociales. Et voilà, aujourd'hui j'ai pas grand chose à raconter avant de lancer l'épisode, mais je voulais juste vous dire que j'apprécie beaucoup le soutien, que je vous aime toutes et tous énormément, et que j'espère que c'est un projet qui va pouvoir continuer et prospérer. En tout cas, pour l'instant, la motivation est toujours là, donc on continue. Et on continue avec ce 9e épisode. Dans ce 9e épisode, j'ai interviewé Laurane. Laurane, c'est une personne avec qui j'ai fait mes études, donc on s'est rencontrés à la Haute École de Travail Social. Et c'est quelqu'un qui a une énergie extrêmement solaire, extrêmement positive, avec qui j'ai toujours eu un lien particulièrement agréable, je trouve. Cependant, ça faisait plusieurs années qu'on s'était pas vus, et je me doutais pas du tout de ce que Laurane avait pu traverser pendant ces dernières années. Elle nous raconte dans cet épisode une rupture, mais une rupture pas simple, puisque c'est quand elle a décidé de quitter la personne avec qui elle était fiancée. Elle nous explique les défis et les complications auxquelles elle a dû faire face dans cette épreuve-là, et surtout comment ça l'a ramenée à elle-même et comment elle a intériorisé toutes les émotions qu'elle se ressentait depuis plusieurs mois ou voire même plusieurs années. Alors c'est déjà la deuxième fois qu'on parle de rupture dans le podcast, et je pense que ça montre que c'est quelque chose dont les gens ont envie de parler en ce moment. Et je pense notamment au podcast Le cœur sur la table de Victoire Toyon, qui a fait énormément de remue-ménage, en tout cas autour de moi. Et je me rends compte que c'est voilà, un sujet qui est très prégnant, et qu'en fait on se rend compte que même si ça a pu paraître banal pendant tellement d'années, comprendre les mécanismes et la manière dont on fonctionne dans les relations, c'est un premier pas vers une manière différente de les conceptualiser aussi. En tout cas, j'adresse mes profonds remerciements à Laurane d'avoir partagé son histoire. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne écoute. À tout à l'heure. Alors en fait, je vais te parler aujourd'hui du coup de ma grosse rupture sentimentale qui a eu lieu il y a 4 ans. Donc en fait, j'étais en couple avec je vais pas dire son nom pour garder son anonymat, on va dire. C'est mieux. Avec un jeune homme, du coup j'avais 17 ans quand on a commencé à sortir ensemble. J'étais au gymnase à l'époque, enfin voilà. On est restés ensemble 6 ans en tout. Et après 3 ans de relation, on s'est fiancés. Donc j'étais aussi très jeune à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui m'a amené à rompre, on va dire, c'est que j'ai accumulé plein de petites choses, plein de petits détails dans cette relation et qui ont tout d'un coup pris beaucoup trop de place et qui m'ont fait du coup arriver à cette décision de en fait ça va pas le faire, on peut pas se marier, faut que je casse tout de suite en fait. Et en gros, parmi ces détails, il y avait plein de petites choses où on était très différents au niveau caractère. Moi, je suis quelqu'un de très social, extraverti. Je suis facilement à l'aise avec des gens que je connais pas, ou enfin voilà. Et lui, pas du tout. Plutôt très réservé, assez timide. Il a besoin des fois de beaucoup de temps, des fois pour processer un peu les choses, très interne. Et puis, moi, je suis plutôt à réfléchir à voix haute et puis à parler des moindres soucis que j'ai ou à être vraiment dans quelque chose de très oral, on va dire. Et du coup, déjà ça, dans un couple, ça peut être assez compliqué parce que du coup, s'il y avait des petits conflits ou des petites situations un peu spéciales dans la vie de tous les jours, on n'avait pas la même manière de les gérer en fait. Et puis, j'ai vécu mon échec à la HES, qui a été une grosse remise en question aussi pour moi. Donc ça, déjà, j'avais besoin d'aide ou de soutien à ce niveau-là, parce que ça remettait en question tout mon avenir sur qui j'allais être, sachant que j'allais pas pouvoir faire cette école pendant 5 ans, enfin voilà. Et puis c'était un peu ma vocation de base, donc très grosse remise en question aussi. Et puis lui, il avait un peu aussi ses soucis, on va dire, avec un cadre familial un peu compliqué. Et puis, il finissait ses études d'ingénieur avec un gros bachelor, un travail de bachelor, etc., etc. Donc, en fait,
je vais pas dire qu'il était pas disponible pour moi, mais en tout cas peut-être pas de la manière dont j'en avais besoin, ou en tout cas il y avait pas la même résonance peut-être, parce que justement on a ces fonctionnements tellement différents en fait. Et du coup, ça c'est un détail parmi le reste, mais donc tout ce qui était un peu communication, c'était pas un peu compliqué. Après, les années passaient, etc. Et je me disais, c'est quelque chose qui va s'améliorer ou qui va un peu changer dans le temps, et ça fait partie des, on va dire, des compromis avec lesquels tu joues quand tu te mets en couple, etc. Et en fait, ça a pris de plus en plus de poids pendant toutes ces années. Et donc, la communication, le caractère, et puis, en fait, je pense que j'ai accumulé en fait beaucoup de frustration. Parce que du coup, je m'interdisais pas mal de choses au niveau de mon expression, on va dire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir, qui aime aller en boîte, faire la fête, etc. Parce que c'est assez typique peut-être aussi des personnes extraverties, on va dire ça comme ça. Alors que lui, pas du tout. Donc quand j'ai eu 18 ans, j'avais envie de faire tout ça, mais lui, c'était pas du tout son délire. Donc j'ai pas eu l'occasion de beaucoup sortir, mais quand tout d'un coup, j'ai rencontré un peu des gens qui étaient plus disponibles pour ça, j'osais pas forcément sortir autant que je le voulais parce que je voyais très bien que lui, ça le dérangeait. Et puis, il avait envie de me laisser une certaine liberté en me faisant confiance. Mais en même temps, je voyais très bien que c'était un peu genre, ok, vas-y, fais-toi plaisir. Mais je suis un peu méfiant ou j'ai un peu souci quand même, quoi. Il y avait un malaise. Ouais, complètement. Okay. Et puis, en fait, moi, sentant ce malaise, j'étais là, ok, du coup, je vais pas... Enfin, forcément que quand c'est ton conjoint, partenaire et tout, t'as pas envie de le frustrer ou de lui faire du mal. Et du coup, j'étais là, du coup, j'essaie d'adoucir un peu mes angles très extravertis, si j'ose dire ça comme ça. Et du coup, j'essaie de limiter un peu les sorties, d'être plus dans des choses qui lui plaisent. Enfin, on a fait beaucoup de tout ce qui est un peu randonnée, des marches ou autre. On avait quand même des soirées ensemble avec des potes, mais c'était dans des cadres beaucoup plus, je vais pas dire plus safe, mais en tout cas plus calme qu'en boîte de nuit ou en ville ou comme ça. C'était plus avec des gens connus où lui, il était à l'aise du coup. Ouais. Et puis, donc voilà, plein de choses où mon caractère et ma personnalité se sont un peu mis entre parenthèses, on va dire. Et puis, jusqu'à ce que je rencontre un pote dans un groupe de danse dont je faisais partie à l'époque. On a eu tout d'un coup une super complicité, on a dû travailler ensemble en plus dans les projets qu'on faisait avec ce groupe de danse. Et puis, c'est rigolo parce que on s'est mis à parler chacun de nos relations, parce qu'il était aussi en couple à l'époque. Et donc lui, il parlait de sa copine, de son couple, il y avait aussi des difficultés, etc. etc. Puis moi, je lui parlais aussi, mais au début, je pensais pas que c'était que le négatif que je ressortais, puis au final, c'est ce que je me suis rendu compte que je sortais beaucoup de frustration et justement beaucoup d'éléments négatifs, en fait. J'étais là, mais en fait, il y a ça qui me dérange, puis ça m'énerve, puis en fait, j'ai envie de faire ça, mais j'ose pas, ou autre, puis je me sens un peu enfermée, etc., etc. Puis, vu que notre amitié était assez récente et fraîche, lui, il avait, entre guillemets, rien à perdre. Donc, du coup, il m'a un peu dit les 4 choses, vraiment mes 4 vérités en face, en me disant, mais Laurane, tu fais quoi avec ce gars ? S'il y a autant de choses qui te frustrent et qui te mettent mal à l'aise et tout ça, c'est pas le but d'un couple. Clairement pas. Surtout que j'étais déjà fiancée à l'époque. Donc en plus, si c'est ton futur mari, réfléchis quand même à ce que tu fais. Ouais. Puis sur le moment, j'étais un peu dans le déni total où j'étais mais non, mais non, pas du tout, ça va aller. C'est que des petites c'est des petites phases comme ça, mais c'est parce que je suis jeune et que j'évolue puis que je dois juste me poser, me trouver et tout. Et en fait, il a bien insisté là-dessus quand même. On se voyait régulièrement avec ce groupe de danse et du coup, on avait beaucoup le temps de parler. Et puis jusqu'à ce que ça fasse gentiment un chemin dans ma tête, je me suis dit mais en fait, là, tous les petits détails, tous les petits trucs que j'avais laissés un peu de côté en me disant ouais, ça fait partie des compromis que je dois faire ou ça doit peut-être faire partie des choses que je dois laisser couler ou laisser le temps un peu faire que ça aille mieux ou comme ça. Finalement, tous ces détails se sont rassemblés et ont pris tout d'un coup beaucoup de place. Et j'étais là, mais en fait, il a raison. Je vais pas lutter toute ma vie contre mon mari parce qu'on n'est pas pareil puis on n'est plus autant en harmonie que ce qu'on était peut-être au début où on a sorti ensemble quand j'avais 17 ans et lui 19. Ouais. Puis du coup, là, s'en est suivi des longues semaines de remise en question ou des grosses insomnies. Où j'essayais de retracer parce que 6 ans
dans une vie, c'est énorme. Et surtout, entre 17 et 23 ans, c'est clair. tu changes de ouf. Et c'était... J'étais là, ok, remettre tout ça en question, c'est quand même quelque chose. Et du coup, j'essayais de me dire, ok, on avait fixé le mariage en mai 2019. Et puis quand j'ai eu ces grosses remises en question, c'était à peu près une année avant, même un peu moins, plutôt 7-8 mois avant. Et j'étais là, ok, on a fixé la date, on est en train de mettre en place gentiment le mariage, etc. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Enfin, toutes ces remises en question, j'étais là, ok, est-ce qu'on déplace juste le mariage ou est-ce qu'on le met en pause 2 minutes et puis on discute en couple, voilà, les deux, ok, on essaie de trouver un peu une résolution à tout ça, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose où c'est que de mon côté, où il y a peut-être trop de conflits ou trop de frustration, de colère, je sais pas, est-ce que je dois faire un suivi psy ou n'importe, enfin, beaucoup de questions. Puis en fait, plus j'avançais, plus je me disais, mais je vais pas tenir jusqu'au mariage comme ça, d'être dans un doute aussi énorme, c'est pas possible. Et puis du coup, j'ai essayé de synthétiser un peu mes pensées parce que tu pars vite en ébullition quand t'as une situation comme ça. Et je perdais complètement les pédales de mon présent, enfin voilà. Et j'essayais un peu de canaliser mes pensées. Et puis j'étais là, ok, qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce que j'aurais besoin ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce qui se passe ? Essayer de mettre des mots sur comment je me sentais, etc., etc. Jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, je vais pas pouvoir me marier avec ce gars. Je l'aime de ouf, je l'apprécie vraiment en tant que personne, mais on n'est plus en harmonie comme on l'était au début, donc ça va juste pas le faire. Puis là, je te l'ai résumé en 2 phrases, mais ça a pris des semaines et des semaines, parce que je me suis dit, mais c'est quand même une énorme décision, je vais décevoir énormément de gens, on était vraiment devenus un couple assez... un peu idéalisé par beaucoup de gens dans notre cercle social, en disant « Ah ouais, ça fait des années que vous êtes ensemble, on a tous envie d'avoir une relation comme vous, etc. » Et puis, on était un peu devenus une entité vraiment idéalisée par beaucoup de gens, puis je me suis dit « Mais moi, je vais casser ça, mais je vais me faire détester, en fait. » Et puis, ça va être monstrueux, les vagues que ça va faire et tout ça, et j'avais vraiment trop peur. Et surtout qu'on s'est connus dans un cercle... dans un groupe de jeunes en fait chrétiens et du coup toutes les valeurs aussi autour du mariage, des fiançailles, etc. Je me suis dit moi je vais venir casser déjà une pré-alliance, une promesse d'alliance, alors que on est d'accord que c'est fait pour ça aussi les fiançailles, c'est te projeter dans l'engagement que tu vas prendre et puis peut-être remettre en perspective un peu les choses. Mais moi oser casser ça, qui je suis moi pour oser casser un truc comme ça en fait. Et du coup, j'avais toute cette pression un peu aussi du cadre de l'église, de tous ces gens qui nous connaissent, qui nous ont toujours vus les deux, etc. Et je me suis dit, mais est-ce que j'assume de prendre une décision pareille ou pas ? Et finalement, je me suis dit, ok, ça va être compliqué, ça va être dur, parce que justement, il y aura peut-être beaucoup de réactions, des questions peut-être par rapport à tout ça. Mais je préfère que ça dure peut-être quelques mois, de malaise ou de moments un peu compliqués, d'explications ou de choses comme ça, plutôt que ce soit le reste de ma vie où ça va être dur, ou je sais pas si je tiens jusqu'au mariage, qu'est-ce que ça va être après, puis ce côté où j'allais pas être authentique avec moi-même non plus, si j'allais tenir encore 6 mois, et puis que devant l'église et devant tout le monde, devant lui, j'allais dire oui, je le veux, etc. Enfin, tu sais, je me projetais dans tout ça et j'étais là, mais au secours! Petit vertige. Je suis juste pas moi, en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, je pose ça, je prends cette décision, ok, je vais pas me marier, je vais rompre ces fiançailles, je romps cette relation. Puis c'était une chose de le dire pour moi, après il a fallu l'annoncer en fait. Et puis ça a été super dur parce que forcément que lui, il s'attendait pas du tout à ça, parce que j'ai gardé beaucoup de ces doutes un peu en moi, et puis mes ruminations et tout, c'était quand même de mon côté, puis du coup, j'ai pas vraiment... aborder les choses, donc il a eu direct genre ok, je décide on va pas se marier dans 6 mois et puis on s'arrête là. Donc ça, il est tombé de très très haut, et puis je m'en suis excusée de toutes les manières possibles parce qu'il aurait voulu savoir plus tôt, que je lui partage plus tôt les choses et tout ça, puis en même temps c'était tellement profond pour moi et tellement compliqué déjà d'essayer de comprendre ce qui se passait que j'étais incapable d'en parler directement avec lui en fait. Et pour lui, il aurait voulu que peut-être
on pose un peu les choses, quitte à justement décaler le mariage. Mais il aurait voulu être partie prenante un peu de ces doutes et de cette discussion pour éventuellement quand même qu'il y ait une résolution et que qu'on puisse continuer d'être ensemble après, quoi. Puis en fait, moi, j'ai fait une prise de conscience tellement... tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux et j'étais là, ok, en fait, ça va pas être possible, que c'était pas juste on décale le mariage et puis ça ira. C'était vraiment genre, on arrête la relation tout de suite. On n'est plus compatible, ça va pas le faire, il faut que je prenne soin de moi et que je m'écoute et que je sois dans quelque chose qui me corresponde mieux. Et malheureusement, c'est pas toi et du coup, ciao. Donc c'est assez brutal, tu vois. Ouais. Et du coup, pour lui, ça a été très compliqué à vivre et puis à entendre, évidemment. Même si j'ai essayé par tous les moyens de lui faire comprendre que c'était pas lui le problème, que c'était... Voilà, juste qu'on était en harmonie un certain temps, et puis ma foi, après, voilà, tu évolues dans la vie, tu prends certaines décisions, puis il y a des choses de mon caractère, de ma personnalité que j'avais envie d'explorer aussi, ou de peut-être laisser prendre plus de place, et puis malheureusement, c'était plus compatible avec lui, ou avec ses rêves, ou ses envies à lui, quoi. Ouais. Et puis, après, voilà, t'as beau essayer d'adoucir un peu les choses, ça fait mal quand même. Et ça m'a fait mal aussi de le voir souffrir comme ça, et puis j'étais tellement désolée un peu de la situation, puis en même temps, j'étais tellement en conflit intérieur que je me voyais mal, même juste par respect pour lui, en fait, je me voyais mal continuer de faire semblant que ça allait jusqu'au mariage, voire après, puis après me taper une monstre dépression, ou j'en sais rien, je me suis dit non, ok, c'est pour mon bien-être, bien sûr, mais c'est quand même aussi par respect pour lui que je lui dois, entre guillemets, de faire ça pour pas qu'il soit dans un mensonge, quoi. Et est-ce que tu penses qu'un bout... T'as dit que du coup, t'avais pas pu lui en parler avant. Et quand t'as dit ça, je me suis demandé si, inconsciemment ou consciemment, t'avais aussi pas envie qu'il te fasse changer d'avis. Je sais pas. Je me demande s'il aurait réussi à me faire changer d'avis ou pas, en fait. Parce que c'est vrai que c'était tellement un conflit... c'est pas juste, ok, il y a ça ou ça qui me dérange chez toi ou n'importe. C'est vraiment, genre, j'ai ce caractère et toi, tu l'as pas. Et du coup, il y a des conflits. On dit des fois que les opposés s'attirent. Alors, je veux bien que ça marche pour certaines personnes ou certains couples, peut-être. Mais en tout cas, pour nous, là, c'était pas possible. Parce que... justement, moi j'avais ces envies peut-être de sortir, de rencontrer un peu des gens, n'importe, et lui c'était pas sa manière de faire, ou bien quand j'essayais de comprendre s'il y avait un malaise chez lui, j'essayais de le faire parler ou autre sur ses émotions, sur ses ressentis, tout ce qui est communication pure de couple, lui il était incapable de me dire les choses parce qu'il devait justement prendre le temps vraiment en interne de processer avant de réussir à expliquer. Dis que moi c'était plus j'y vais, je dis un peu tout, un peu de manière brute, ou même des fois un peu trop cash, et puis je corrige après coup, tu vois. Ouais. Donc toutes des choses comme ça où je sais pas vraiment à quel point j'aurais pu changer vraiment d'avis, parce que je pense qu'on a une vision des choses ou une vision peut-être de la vie ou de qui on est qui est tellement différente que je pense pas qu'il aurait réussi à me dire non mais t'inquiète, ça va aller, et puis c'est une passe, et puis on va faire quelques séances avec une psy de couple ou je sais pas, et puis ça ira mieux, tu vois. Ouais, rien que le fait que a priori lui il avait pas, il se rendait pas tant compte de ça, du coup pas du tout, qu'il y a quelque chose qui... pour lui ça allait bien finalement. Ouais il a senti que c'est surtout depuis mon échec à la HES, ça m'a beaucoup ébranlé, beaucoup remis en question sur qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, etc. Ça, il a quand même senti que ça m'avait ébranlé, et puis que ça me travaillait, on va dire, parce que je cherchais aussi quoi faire de ma vie, simplement. Mais il n'est pas allé chercher plus loin que ça, puis il pensait pas, en fait, que ça allait aussi toucher mon côté perso et vie de couple, etc., quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé après, du coup ? Du coup, lui, il fallait déjà qu'il encaisse les choses, etc. On a fait beaucoup de discussions ensemble avec notre pasteur qui allait normalement nous marier 6 mois plus tard. Du coup, il a fait un peu le médiateur. Et on a beaucoup discuté, du coup, de mon cheminement, de qu'est-ce qui m'a amené à prendre la décision, etc. Et puis, lui, il avait aussi beaucoup de questions... des pourquoi, vraiment, voilà, juste essayer de comprendre pour aussi gentiment faire son deuil, et puis soigner un peu cette blessure ouverte
comme il pouvait, on va dire. Et ce qui a été cool, c'est que du coup, notre pasteur, il a vraiment fait un peu ce rôle de médiateur et aussi je dirais presque de traducteur, parce que du coup, il nous connaissait bien les deux. Il avait eu des moments aussi en seul à seul avec l'un et l'autre. Et du coup, quand on était les trois, il pouvait un peu traduire. Ok, là, Laurane, ce qu'elle dit, c'est qu'elle se sent comme ça, machin truc. Et du coup, pour lui, il essaie d'utiliser un peu d'autres mots peut-être pour faire transparaître les choses de manière compréhensible pour mon ex, si tu veux. Puis du coup, il pouvait un peu traduire les choses comme ça pour peut-être un peu adoucir la situation, mais aussi la rendre un peu plus digeste, autant pour l'un que pour l'autre, en fait. Mhm. Et du coup, ça a été compliqué parce que moi, je devais recreuser, essayer de vraiment aller rechercher tout ce cheminement, tout ce pourquoi, comment, etc. Même s'il n'y avait pas tout qui était encore hyper clair, donc c'était hyper lourd, c'était hyper intense. Mais en même temps, je savais que c'était nécessaire aussi pour lui, pour mon ex, du coup, juste pour comprendre et avancer, puis faire son deuil aussi. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est pas des moments agréables, mais je me dois aussi, par respect pour lui, de le faire, en fait. Parce qu'il est juste victime, là, de ma décision, donc je peux pas juste tout casser comme ça. Ok, ciao, tu te démerdes, puis moi, je fais ma vie de mon côté, tu vois. Donc, on a pris le temps, et puis après, il a fallu que... mes parents ont été très vite au courant, même avant mon ex, parce que j'avais besoin de ventiler ce qui se passait, où j'étais là, en fait... on va pas se marier, ça va pas le faire, au secours. Puis du coup, eux, ils ont été hyper entourants en disant, ok, on est triste, mais en même temps, nous, ce qui nous importe, c'est que toi, tu sois bien et que tu sois heureuse dans une relation. Donc on va t'entourer, on est là, on est disponible, et puis on va pas... Enfin, ils ont pas non plus... ils m'ont pas renié, ou ils ont pas changé leur regard sur moi parce que j'avais pris cette décision. Donc là, je suis hyper reconnaissante d'avoir cette famille-là aussi, qui a été hyper à l'écoute, hyper disponible. Puis après, j'ai pris le temps de voir un peu tous mes amis proches qui étaient déjà au courant de toute la relation et puis du mariage, etc., pour leur annoncer un peu les choses. Et puis j'ai passé, je pense, bien 2-3 semaines à enchaîner un peu les cafés, les bières avec des potes en disant, voilà, les gars, c'est un moment pas très drôle, mais je dois vous annoncer que... Et puis ça aussi, c'était assez lourd, mais de nouveau, c'était nécessaire. Je voulais pas qu'ils l'apprennent d'une autre manière ou comme ça. Et puis, j'ai pas mal d'amis, en fait, qu'on avait aussi en commun de notre cercle, notamment du groupe de jeunes ou de l'église ou comme ça. Ils ont vite pris parti, tu sais. Dans une rupture, c'est souvent ça. Et du coup, ça a été super compliqué parce que, étant la méchante de l'histoire, entre guillemets, je m'en suis pris plein la figure. Je veux pas comment dire, je veux pas amplifier les choses, mais c'est vrai que moi je l'ai vraiment mal vécu d'avoir des potes qui du jour au lendemain changent de regard sur moi et puis sont là, mais en fait c'est horrible, quoi. T'as osé faire ça, et puis machin, puis nous on voit ton ex qui souffre, etc. Puis j'étais là, oui, mais moi aussi je souffre, en fait, et puis j'ai pas pris cette décision comme ça facilement, en fait. Puis du coup, j'ai essayé de me battre un peu et peut-être me justifier ou d'essayer d'expliquer le comment, le pourquoi. Mais ce sentiment un peu de trahison ou de perte de confiance quand t'as des gens comme ça qui te connaissent depuis pire longtemps puis qui tout d'un coup changent de regard sur toi, ça a été super dur parce que y a eu plein de... forcément un peu des rumeurs ou des choses par rapport à Alex, du coup je vais dire son nom parce que c'est mon copain aujourd'hui, qui était justement celui qui avait peut-être un peu déclenché ces réflexions-là justement dans notre groupe de danse à l'époque. Et du coup voilà, je fais le lien maintenant, et en fait il y a eu beaucoup d'interprétations un peu extérieures en mode mais en fait c'est lui qui t'a retourné le cerveau et puis qui t'a détourné de ton futur mariage, et puis il s'est peut-être passé des choses avec lui ou je sais pas quoi, et du coup j'étais là, mais les gars, vous savez rien de ce qui se passe, et puis vous me mettez à imaginer des scénarios pas possibles, parce que oui, je passais beaucoup de temps avec lui, c'est vrai, j'ai pu refaire des sorties, etc., parce que lui, il sortait beaucoup à l'époque avec ses potes aussi, puis du coup, il m'a pris avec, parce que mais t'as envie de danser, de venir boire des verres avec nous, viens avec nous, puis c'était hyper cool, parce que du coup, j'avais un groupe hyper safe pour faire des sorties quand même, puis vu que j'étais hyper frustrée de pas en faire comme j'avais voulu les dernières années, du coup, j'ai un peu compensé de manière extrême en sortant vraiment souvent. Puis ça, du coup, ça a été un peu...
genre, tous nos amis qui nous connaissaient, ils se disaient, ah, mais en fait, elle sort en boîte avec un autre gars, est-ce que son copain est OK avec ça, etc., etc. Puis, vu que ça nous a amené après à rompre, ils étaient là, en fait, tu l'as trompé, quoi. Puis donc, direct des interprétations un peu comme ça, hyper méchantes et tout, puis j'étais là, mais en fait, vous savez rien de ce qui s'est passé. Et puis, en fait, ce pote, il a été super, enfin, déjà super respectueux, et il était aussi en couple à l'époque. Donc, oui, on passait beaucoup de temps ensemble, on avait une fête complicité, mais à l'époque, en tout cas, il y avait rien de plus. Et puis lui, il allait pas, entre guillemets, chercher à me séduire ou à me détourner parce qu'il savait justement que j'étais même fiancée, puis qu'il allait respecter ma décision, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu une phase un peu compliquée où du coup, ben, les gens étaient là, mais il s'est passé quelque chose, c'est pas possible. Puis ben, on a officialisé notre couple quelques temps après la rupture, mais genre quelques mois, tu vois. Puis du coup, ben, les gens ont très vite fait le lien en se disant, ouais, en fait, si ça va aussi vite d'un truc à l'autre, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Puis ça, moi, j'ai vraiment perdu la confiance de plein de potes parce qu'ils ont pensé qu'il s'était passé des trucs, puis ils ont remis en question, en fait, ma sincérité et même ma fidélité, du coup, à l'époque. Et ça m'a fait super mal parce que j'étais là, mais on se connaît depuis des années, et puis tout d'un coup, parce qu'il y a un peu des rumeurs, des histoires comme ça, vous changez d'avis sur moi. J'étais là, mais vous me connaissez mieux que ça. Non, je suis pas capable de faire ça, et il s'est jamais rien passé. Enfin voilà, faut pas non plus partir dans des interprétations et des trucs, des scénarios complètement extrêmes, quoi. Alors que au final, de ce que j'entends, en tout cas, là, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es aussi libérée de choses dont tu étais, entre guillemets, prisonnière. Hein. C'est pas forcément de manière volontaire, mais en tout cas, tu te refusais certaines choses, et du coup, je sais pas, peut-être ce changement aussi radical, ça a créé chez certaines personnes bien sûr, parce que d'un coup, puis bah, mon ex à l'époque aussi, il s'est posé beaucoup de questions, parce qu'il était là, ok, bah, il savait très bien, et depuis toujours, j'ai facilement des amitiés plus avec des gars qu'avec des filles. Donc ça, il l'avait déjà bien compris et accepté. Et puis, il me faisait 100% confiance. Pour ça, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que bah là, avec Alex, il était là, ok, mais là, c'est quand même spécial. J'ai l'impression que tu passes vraiment beaucoup de temps avec et tout ça. Puis j'étais là, mais oui, mais voilà, c'est une nouvelle amitié. Donc forcément, il y a aussi les débuts qui sont hyper intenses parce que tu apprends à te connaître, etc. En plus, on avait ce projet de danse à côté. Donc... c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps ensemble aussi pour bosser, entre guillemets, dans tout ce projet. Et puis en fait, petit à petit, mon ex, il a aussi eu des questions en mode, mais ok, tu sors les week-ends, tu profites et tout ça, mais du coup, j'ai l'impression que tu t'amuses plus avec tes potes qu'avec moi. Et puis, voilà, tu rentres le week-end, tu viens dormir chez moi ou comme ça. Mais du coup, le lendemain, t'es KO parce que t'es rentré à 5h du mat, et puis que tu dois décuver ou je sais pas quoi. Et puis du coup, notre temps, les deux, parce qu'on n'habitait pas ensemble, etc., notre temps, les deux, il est un peu influencé par tout le temps que tu passes dehors avec ces autres gens. Puis du coup, moi, je peux pas profiter de te voir un peu comme j'aimerais. Et puis, je comprenais tout à fait. Donc après, on avait essayé de mettre un peu en place des week-ends où je sortais pas, et puis je restais plutôt avec lui, où on faisait d'autres choses, des randonnées et autres. Mais c'était pas le plus confortable, on va dire. Mais ça n'a pas duré longtemps, vu qu'après, il y a eu la rupture. Mais du coup, c'était compliqué, parce qu'en même temps, moi, ça me faisait tellement du bien d'avoir un peu, cette vie nocturne, et puis juste de retrouver un peu des choses que j'avais complètement mis de côté dans qui je suis, et dans juste l'expression de mon caractère ou de ma personnalité, etc. Puis j'ai même essayé de le prendre avec une fois. Je lui ai dit, mais viens voir comment c'est. Parce qu'il sortait jamais et tout. Je dis, ok, mais viens. Comme ça, tu pourras mieux juger peut-être ce qui se passe ou autre. Parce que lui, il avait vraiment peur de ces endroits, etc. Puis j'étais là, viens une fois avec nous. Mais c'était super compliqué parce que, justement, étant assez timide et réservée, du coup, mes potes ont fait l'effort d'essayer d'apprendre à le connaître ou de le mettre à l'aise, etc. Mais lui, il était pas du tout dans son élément, vraiment pas. Et du coup, il répondait un peu vite fait à leurs questions, mais tu vois, quand t'es pas à l'aise avec le contact social et que t'as des gens que tu connais pas qui viennent te poser des questions, il répondait un peu vite fait, mais c'est tout. Puis du coup, mes potes, ils étaient là, écoute, on a essayé, mais on va pas le forcer s'il veut pas faire connaissance plus que ça. Puis j'étais là, mais faut pas lui en vouloir, c'est juste un fonctionnement qui est différent. Et puis
Puis tu peux pas changer quelqu'un comme ça et le rendre extraverti, je sais pas, en prenant une pilule spéciale ou j'en sais rien. Enfin, donc c'est comme ça. Puis du coup, c'est vrai que là, mes potes, ils étaient hyper surpris. Ils étaient là, mais comment toi, tu peux être en couple avec un gars comme ça? Est-ce que t'es vraiment bien là-dedans, etc. Puis c'est vrai que cette soirée, elle a été super compliquée pour moi parce que je mélangeais un peu mes deux univers ou presque mes deux vies, j'avais l'impression. Et j'étais là, ok, en fait, il y a des trucs qui sont pas du tout en lien et en accord. Et puis, en fait, qu'est-ce que je préfère? Où est-ce que je suis le mieux? Puis je me suis dit, en fait, où est-ce que je suis mieux? C'est là où il n'y a pas mon futur mari. Puis du coup, ça, c'est un problème. Parce que dans ma vision des choses ou dans mes valeurs, j'ai envie de pouvoir tout partager avec mon futur mari ou avec mon partenaire de vie, tu vois. Donc, d'avoir quelque chose qui me tient autant à cœur que la danse ou que l'univers un peu de la nuit, etc., la fête, les sorties, etc., si je peux pas partager ça avec mon futur mari, ça va être compliqué. Pour notre futur ou autre, ça va être chaud, quoi. Je trouve cette histoire tellement intéressante parce qu'il y a tellement de... Non, mais il y a tellement de petites choses. Il y a tellement de petits détails sur, en fait, le fait qu'une relation, on a l'impression que c'est très privé. En fait, pas du tout. C'est hyper public comme truc. Et, je sais pas, du coup, peut-être pour revenir là-dessus... comment est-ce que toi, ta vision du coup des relations, est-ce qu'elle a évolué ou changé, ou peut-être même ta vision du mariage ou des fiançailles à travers cette expérience-là? Je pense que ma vision depuis toujours, ça a été quand même que même si on est un couple, on reste deux personnes. Dans le sens où chacun a quand même... on a nos différences, on est peut-être unis par la relation, puis peut-être éventuellement après par des fiançailles ou un mariage ou comme ça, suivant la volonté qu'on a de s'unir légalement ou pas. Mais pour moi, il y a toujours eu cette idée que même si on fait qu'un, entre guillemets, si je reprends un terme très biblique, mais que j'utilise jamais, j'ai toujours eu cette vision que ça reste deux personnes, deux êtres humains qui ont leurs histoires, qui ont leurs bagages, leur famille. Et puis, gérer tout ça, c'est aussi... c'est toujours assez compliqué aussi des fois d'accepter la belle famille, on va dire. Tu vois. Et aussi, chaque personne arrive avec justement ses expériences, ses bagages peut-être de vie, suivant à quelle étape de vie tu te mets ensemble, etc. Donc, je dirais que cette vision-là, pour moi, elle n'a pas changé, mais je pense qu'elle s'est un peu... oui, elle a pas... les valeurs de base n'ont pas changé, on va dire, où j'ai toujours eu cette vision de garder quand même ma personnalité et mon identité aussi en tant que personne dans le couple, ne pas complètement me noyer dans ce que l'autre aime ou dans ce que l'autre veut que je sois, si je peux dire ça comme ça. Mais au final, même si j'avais ces valeurs-là, ça m'a pas empêché de me conformer quand même à ce que voulait mon ex. Parce qu'au final, maintenant, avec le recul que j'ai, je me dis, il y a quand même beaucoup de choses, comme j'ai expliqué un peu par rapport à mon caractère, ou justement les sorties ou autres, j'ai beaucoup mis en parenthèse pour être mieux, pour me sentir en tout cas plus en harmonie avec mon ex, avec ce que lui il aimait, ce que lui avait aussi peut-être comme style de vie ou comme personnalité, etc. Puis même juste dans ma manière de m'exprimer ou d'interagir ou n'importe, il y a beaucoup de choses où j'ai dû déconstruire même après la rupture pour retrouver mon fonctionnement entre guillemets normal. Parce qu'il y avait plein de choses dans le fonctionnement du couple que j'avais intégré comme mécanisme. Et puis en fait, après avec Alex, avec du coup cette nouvelle relation, et puis du coup avec quelqu'un avec un caractère complètement différent et puis beaucoup plus en harmonie avec moi, etc., les premiers mois, voire même la première année de relation, ça a été super compliqué parce qu'on a dû déconstruire ensemble un peu toutes ces habitudes que j'avais, où j'avais beaucoup l'habitude de gérer un peu mes soucis ou mes conflits intérieurs un peu toute seule, parce que je savais que mon ex était un peu plus aussi dans ce fonctionnement-là, puis que je voulais pas le noyer avec mes soucis alors qu'il avait aussi ses soucis à lui à gérer. Et du coup, là, j'avais tout d'un coup quelqu'un qui était disponible, qui était là, mais Laurane, parle-moi, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Puis j'étais là, ah ouais, en fait, j'ai pas l'habitude de dire, en fait, là, ça va pas, je vis un truc qui est compliqué et il faut qu'on en parle. Et puis, d'en parler, ça va mieux. Puis c'est ça qui fait que tu construis aussi ta relation un peu différemment. Puis du coup,
déconstruire tout ça, enfin, ça a été un travail, mais de malade. Donc, en fait, je pense que ma vision du couple, je pense qu'elle s'est améliorée aussi. Elle a fait un peu une mise à jour, on va dire. Parce que même si les bases restent les mêmes, bah, je pense que maintenant, j'ai vraiment plus cette vision à dire, bah, en fait, ton conjoint ou ton partenaire de vie, ça devient vraiment un allié qui est là aussi pour toi. Et puis, oui, ok, vous avez chacun votre identité et puis peut-être vos conflits, etc. Mais vous pouvez travailler ensemble, on va dire, et puis gérer ensemble. Puis en fait, ça, c'est un fonctionnement que je n'avais pas du tout avant et puis que j'ai retrouvé maintenant. Et puis je trouve que c'est la meilleure manière d'évoluer. Et puis pour moi, c'est ça qui fait que le couple est trop chouette, c'est que tu as peut-être d'abord une sorte d'amitié, en fait, qui devient un peu plus, avec d'autres bénéfices, on va dire. Puis bah, c'est vrai que pour moi, si tu construis un couple déjà sur une relation d'amitié, c'est incroyable parce que tu as déjà l'habitude de te confier des choses de manière totalement normale, peut-être même sans ambiguïté, sans intention de séduire l'autre ou d'influencer l'autre, d'influencer son regard sur toi, etc. Et du coup, de garder cette habitude de complicité, de confidence, en fait, bah, pour moi, pour un couple, c'est hyper fort parce que du coup, après, bah, tu peux traverser toutes les épreuves que tu veux, parce que tu as l'habitude de tout te dire, tu vois. Puis ça me manquait énormément dans mon ancienne relation. Et puis, bah, je souhaite à tout le monde d'avoir une relation comme ça, où tu peux juste tout partager, où t'as pas peur que ça remette en question la relation, de dire, ok, moi j'ai tel conflit, ou j'ai tel doute, tel truc. Puis t'avances vraiment ensemble, tu sais. Ouais. Du coup, ce que tu dis, c'est que si t'as une rencontre aussi... une rencontre sincère au début, qui est pas animée par l'envie de séduire, de ramener quelqu'un dans ton lit ou que sais-je, t'as une base... t'as une meilleure base, en gros, d'une certaine manière. Après, voilà, c'est ma vision, on va dire. Je vais pas en faire une généralité, mais pour moi, ouais, enfin... Je pense qu'en tout cas, ça permet peut-être un meilleur départ. Ouais. Parce que du coup, il y a pas... il y a ce côté hyper sincère et puis c'est pas biaisé par de la manipulation ou quelque chose dans le sens... Enfin, vu que tu cherches rien de plus que quelqu'un qui est là pour t'écouter, ben, tu vas être beaucoup peut-être plus libre dans ce que tu dis ou comme ça, ou dans la manière de dire les choses, puis tu vas pas vouloir influencer comment l'autre se sent par rapport à toi, etc. Puis du coup, ben, après, ton couple, si ça devient un couple plus tard, on va dire, il se construit sur une fondation qui est authentique, qui est vraie. Et puis, c'est pas genre, tout d'un coup, après 6 mois, tu découvres qu'en fait, la personne, elle a tel trait de caractère ou tel truc. Parce qu'en fait, bah, t'as déjà eu un peu un préavis ou un aperçu avant, parce que t'as déjà parlé de beaucoup de choses. Parce que des fois, il y a des gens qui jouent carrément un autre rôle, et puis juste pour séduire, on va dire, et puis c'est ça, pour manipuler ou autre. Puis en final, bah, après coup, tu ouvres les yeux, puis en fait, la relation, elle pète parce que la personne, elle était plus en harmonie avec la fausse personne, on va dire, que la vraie. C'est pareil pour toi, finalement. Oui. De toi être toi-même quand tu vas rencontrer de nouvelles personnes, ça fait qu'aussi t'évites ce truc où... quand tu deviens vraiment toi-même, justement, tu te rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Ou, c'est intéressant. Je pense que ça marche aussi en amitié. Oui, alors, clairement. Dans toutes les relations sociales, quoi. Clairement. Ou un entretien d'embauche. Voilà. que ça a toujours de l'intérêt de vraiment se montrer... de montrer son vrai visage le plus vite possible. Ou en tout cas, bien sûr que tu vas jouer des petits rôles, mais... Oui, mais c'est vrai que... Enfin, moi, j'ai toujours eu à cœur d'être authentique. Puis c'est vrai que je pense que c'est ça le principal déclencheur aussi de mes réflexions et puis après de ma décision de rompre, c'est que j'étais plus authentique parce que j'étais justement trop dispersée. Puis bah, moi, j'ai jamais accepté ce malaise-là. Donc, du coup, c'est vrai que là, ça me dérangeait trop. Puis du coup, enfin, pas obligée, mais presque, à vraiment prendre cette décision parce que j'arrivais pas à être dans cet entre-deux. Mais c'est vrai que, enfin, voilà, après, c'est vrai que j'ai toujours eu une vie un peu comme ça, en tout cas jusqu'à maintenant, très, très claire. Et puis si je suis pas en accord avec mes valeurs ou avec qui je suis, etc., ben, ça marche pas. Puis c'est très binaire, quoi. Okay. L'entre-deux, en tout cas, il dure jamais longtemps, quoi. Ok. Et c'est une bonne transition pour te demander qu'est-ce que, du coup, cette expérience-là, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même ?
déjà, c'est vrai qu'en rediscutant avec d'autres personnes, ou justement, quand j'ai annoncé à l'époque la rupture, etc., j'ai beaucoup de personnes, d'amis proches et tout, qui m'ont dit, mais en fait, t'es tellement courageuse de prendre une décision comme ça. Et puis, c'était pas forcément le premier mot qui me venait en tête, mais après coup, je me suis dit, ouais, en fait, je suis forte, je suis capable. Je suis capable de m'écouter, je suis capable d'agir en conséquence et puis de tenir debout, quoi. Je me suis pas laissée avoir par toute cette pression que j'avais, par le regard de tous ces gens qui allaient avoir sur moi, dire oh, elle a osé casser des fiançailles, etc. etc. Et du coup, ben, je pense qu'aujourd'hui, je suis fière parce que. Alors, je dis pas que ça a été facile, vraiment pas. Et puis, c'est pas quelque chose que je souhaite. Enfin, c'est vraiment. Ce cheminement, en tout cas, je le souhaite à personne parce que c'est compliqué et puis ça va chercher en profondeur, etc., etc. Mais en même temps, de l'avoir accompli et d'avoir osé me dire, ok, je vais au bout de ce besoin d'être moi, de ce besoin d'être authentique, et je passe par-dessus la peur du regard des autres et puis de dégâts que ça va faire, on va dire. Bah là, aujourd'hui, j'en suis fière, en fait. Et puis j'en retire énormément de force, du coup, parce que je me dis, bah, si j'ai pu traverser ça, les autres épreuves qui vont m'arriver dans ma vie, bah, je vais les aborder de manière plus confiante, je pense, parce que je me dirais, ok, j'ai vécu une grosse rupture, une grosse remise en question qui m'a énormément ébranlée, mais j'ai pu la traverser. Donc, cette nouvelle épreuve, je peux y aller, en ayant peur quand même, évidemment, parce que chaque épreuve de vie, je pense, c'est compliqué, mais quand même avec ces outils et ces ressources de, ok, je suis capable et puis je peux le faire. Puis du coup, ben, je pense que ça a forgé encore plus mon caractère et puis ça a affirmé encore plus des traits de personnalité que j'avais peut-être tracés de manière un peu plus légère. Ben là, j'ai pu vraiment les passer en gras en me disant, ok, bah, ça c'est qui je suis et qui je veux être, et puis du coup, je les affirme haut et fort et puis j'avance. Et c'est vrai qu'après coup, ben, j'ai pu continuer un peu ce travail sur moi et puis bah, plus retrouver qui je suis et puis trouver cette hypersensibilité que je connaissais pas du tout. Je me suis toujours sentie sensible et un peu différente émotionnellement, on va dire, mais je connaissais pas du tout l'hypersensibilité. Et puis, bah, en faisant un peu des recherches et puis en creusant un peu le sujet, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je me reconnais totalement dans ce type de personnalité-là. Et puis, bah, ça a pu m'aider à découvrir, en fait, encore plus qui je suis, avec ce mot en plus, en fait, et tout ce qui en découle au niveau des habitudes de vie, des relations, ou justement ce côté hyper sincère, hyper investi, etc. Puis c'est tout des choses qui étaient totalement dans l'ombre avant, en fait. Donc, j'en ressors encore plus... je dirais, je me connais mieux maintenant, on va dire. Et puis j'ai encore plus envie de continuer à creuser et puis de rechercher et d'affirmer toujours plus cette nouvelle un peu, ce nouveau moi qui était déjà là, mais qui était encore trop enfui, quoi. Et du coup, ça fait du bien. Intéressant. Ce mot d'hypersensibilité, il est fou, je trouve, parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il ressort beaucoup aujourd'hui. On en entend beaucoup parler, un peu... Il y a beaucoup de gens qui se définissent comme hypersensibles, finalement. Pour toi, ça veut dire quoi, du coup? Genre, personnellement, c'est quoi qui te définit, toi, comme hypersensible? Bah, moi, je me suis retrouvée vraiment dans un peu les critères que... Bah, il y a ils appellent ça une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que je suis déjà de base quelqu'un de très tourné vers l'autre. Donc, j'ai naturellement de l'empathie, entre guillemets, pour tout le monde, ou presque. Donc ça peut aussi me jouer des tours dans mes relations ou dans mes amitiés ou comme ça. Et puis, c'est surtout la place que prennent les émotions, je pense, dans ma vie, qui font que je peux être hyper émue devant un simple documentaire animalier ou bien pleurer dans un film un peu dramatique ou comme ça, ou alors à l'extrême être hyper euphorique et hyper expressive quand il y a une bonne nouvelle ou de la joie ou n'importe. Et puis j'ai toujours été quelqu'un qui rit très fort. J'éternue aussi très fort, par exemple. C'est pas forcément une émotion, mais ça reste une expression, voilà.
Et puis, bah voilà, je parle beaucoup, je parle aussi assez fort, des fois même. C'est eu arrivé qu'on me dise dans un café, vous pouvez parler moins fort, on vous entend à côté, etc. Parce que je suis tellement investie dans ma discussion que je me rends même pas compte que je parle fort. Enfin, il y a un peu ce côté un peu hyper, tu vois. Enfin, c'est hyper expressif. Voilà. Et du coup, je pense que chez moi, c'est vraiment ce côté où c'est les émotions qui sont hyper présentes et du coup où j'ai une vie très colorée dans le sens où c'est pas un peu genre ah oui il y a un peu de joie ou un peu de truc mais moi je vais l'exprimer tout de suite et du coup je suis un livre ouvert par rapport à ce que je vis, c'est-à-dire que même mes collègues de travail, si j'ai eu une nuit compliquée ou que juste j'ai une phase un peu compliquée dans ma vie, ça se lit sur mon visage, ils sont là ah qu'est-ce qui se passe, tu vas pas bien parce que je vais l'exprimer directement. Et du coup, je pense que c'est là où moi je me retrouve là-dedans, c'est que j'arrive pas à faire semblant aussi. Je peux pas, je suis très mauvaise menteuse, je peux pas être fausse ou essayer justement peut-être de manipuler quelqu'un ou comme ça. Enfin, je vais être trop sincère et trop un peu remplie peut-être de bonté et d'empathie justement, puis à voir en fait déjà le bon chez quelqu'un, puis à pas du tout suspecter. Je suis pas du tout méfiante ou comme ça. Enfin, puis même des fois, je suis peut-être trop naïve aussi. Puis du coup, c'est assez spécial parce que faut réussir à l'équilibrer et puis à le gérer. Pendant mon adolescence, c'était hyper compliqué parce que j'étais un peu tout ou rien, quoi. Puis du coup, ça, c'était super compliqué parce que je m'investissais à fond, mais si j'avais une amie en face qui m'envoyait balader, du coup, je le prenais hyper à cœur et puis ça me cassait, quoi. Et puis du coup, voilà, avec la vie d'adulte, on essaye d'équilibrer un peu les choses pour pas que ça nous atteigne autant, puis pas que ça fasse un yo-yo aussi comme ça, parce que c'est hyper inconfortable. Et puis, fatigant, je pense. C'est ça. Et puis tu peux pas être influencé comme ça par tes relations, parce que t'as des relations éphémères, et puis t'en as qui sont là peut-être pour des années ou voire toute une vie, mais ça tu le sais pas quand t'es dans la relation ou quand t'as l'amitié qui est là, etc. Et du coup, ça a été compliqué aussi pour moi d'accepter qu'il y a des relations qui tout d'un coup s'arrêtaient alors que moi j'étais pas prête. Puis du coup là de faire aussi le travail de gérer ce deuil et puis gérer un peu le vide que ça laisse, etc. Ça c'était pas évident, quoi. Donc c'est un peu au niveau, je pense vraiment ce côté où je m'investis beaucoup, je donne beaucoup et du coup à l'inverse je dois apprendre aussi à me protéger, à prendre soin de moi, à m'écouter aussi, dans le sens, si je fais un lien avec ma rupture, c'était aussi ça, vraiment m'écouter et puis me considérer peut-être en priorité avant les autres, alors que mon premier réflexe, ce serait plutôt l'inverse, en fait. Et puis à pas m'oublier, quoi. Je pense que c'est un super message pour terminer cette discussion, je crois. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Je pense que pour celles et ceux qui nous écoutent, ce que j'ai envie peut-être de dire, c'est que osez vous écouter, en fait. Osez prendre en considération vos conflits intérieurs, vos doutes, vos émotions. C'est pas là pour rien. On est des êtres humains avec des émotions, avec des sentiments, avec des choses qui se passent parce qu'on est vivant. Et puis c'est pas des informations banales, en fait. Puis elles vont s'exprimer, et elles vont avoir des conséquences du coup, c'est ça, quoi, à un moment ou à un autre, et puis elles finissent par sortir, quoi. Ça sert à rien, laissez-les sortir et puis vous verrez bien ce que ça fait. Et puis peu importe les conséquences, entre guillemets, si ça part, enfin si vous avez réussi à vous écouter, au final c'est le principal. Puis c'est ça la réussite, en fait, ou la victoire, c'est d'avoir pu mieux se connaître, mieux s'écouter. Et puis, s'il y a des gens qui s'éloignent de vous suite à ça, c'est qu'ils n'avaient pas leur place. Ils ne sont pas capables de vous accepter comme vous êtes, comment vous vous exprimez, tant pis pour eux. Magnifique. J'ai une dernière question. Yes. J'aime terminer ces podcasts sur une note positive. Est-ce que tu pourrais me dire, ces temps, qu'est-ce qui te fait sourire dans la vie ? Je dirais que ça va être très typique hypersensible, mais je suis très solaire comme personne, du coup, donc avec le beau temps qu'il y a ces jours, je suis souvent de très bonne humeur, donc ça me fait du bien.
Et je dirais ce qui me fait sourire ces temps, c'est juste de pouvoir me balader dehors avec mon chien et puis de pouvoir kiffer la nature et puis juste vivre l'instant présent en mettant en parenthèse tout ce qui peut nous prendre la tête ou l'actualité, les factures, n'importe. Et puis juste kiffer le moment avec mon chien. Trop bien, j'adore. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était magnifique. Merci à toi. Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Il sort les mardis, 1 à 2 fois par mois, selon mon rythme personnel. Vous pouvez trouver le podcast sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube, entre autres. Les génériques de début et de fin d'épisode ont été enregistrés et composés par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez intervenir dans le podcast, me poser une question ou me donner vos retours, vous pouvez me contacter via la page Instagram @prête-moi-ta-voix.podcast ou via l'adresse mail prête-moi-ta-voix.podcast@gmail.com. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt.